Ils viennent, ils déposent leur candidature et 900 partis politiques, même s'il y a 25 000 candidats comme aujourd'hui, vont se disputer les 250 sièges. Et au deuxième tour, nous n'allons prendre que les deux premiers partis. À supposer que Piste pour l'émergence est dans ces élections-là, il finit premier avec 20 députés, il est suivi par un autre parti qui obtient 10 députés. Au deuxième tour, pour les 250 sièges restants, il n'y a que Piste et ce deuxième parti-là qui vont compétir. Cela va permettre à l'un de ces partis, le premier ou le deuxième, d'obtenir une majorité à l'issue du deuxième tour. Ça va aussi résoudre le problème de légitimité au niveau du président de la République. Cela veut dire que nous allons organiser le deuxième tour de ces législatives au même moment avec l'élection présidentielle. Ce qui fera que le président de la République sera issu de l'un des partis au deuxième tour. Ça va nous permettre de résoudre le problème parce que tout ce que nous avons essayé aujourd'hui n'a vraiment pas résolu le problème. Par rapport à 2018, les législateurs avaient pensé qu'en modifiant le système de seuil, nous allons avoir moins de candidatures. Qu'est-ce qui s'est passé? Ils ont dit, pour que votre candidature en tant que parti soit recevable, il faut présenter au moins plus de 50% des candidatures. Alors en 2018, pendant que nous avions 15 000 candidatures à l'élection, aux élections législatives nationales, cette fois-ci nous avons 25 000. Aux élections législatives provinciales, nous avions 18 000. Aujourd'hui, nous sommes à 40 000. Ça n'a pas résolu le problème. Mais si nous appliquons ce système des élections législatives à deux tours, nous allons, à notre avis, résoudre le problème. Et cela va nous permettre aussi de supprimer les systèmes de seuil. Parce que nous voulons supprimer les systèmes de seuil. Nous n'en aurons pas besoin si nous passons aux élections législatives nationales et provinciales à deux tours. Une autre mesure importante, toujours par rapport aux partis politiques aux élections, nous voulons abolir les immunités des députés. Parce qu'aujourd'hui, beaucoup de députés, beaucoup de criminels se cachent dans l'Assemblée nationale derrière les immunités pour continuer à maltraiter la population, pour continuer à se distinguer dans l'impunité, pour continuer à faire du mal à notre pays. Alors nous voulons abolir les immunités. Nous voulons aussi adopter une loi pour la fermeture des partis politiques. C'est aussi l'une des mesures, l'un des projets que contient notre programme de gouvernance. Le critère pour fermer un parti politique, c'est la non-participation de ce parti-là à 2 cycles électoraux consécutifs. Vous ne participez pas aux élections à 2 cycles, pendant 2 cycles, on ferme votre parti. On a plusieurs partis mallettes qui sont incapables de présenter, ne fût-ce que des candidats aux élections communales. À mon avis, à notre avis, ces partis-là ne sont pas viables. Je pense que même le PPRD aujourd'hui, puisqu'ils ont raté ces élections, s'ils ne présentent pas les candidats aux prochaines élections, si nous nous sommes élus, nous allons commencer à compter pour eux. Donc voilà les quelques innovations apportées par rapport aux partis politiques et aux élections. Par rapport aux libertés et aux droits fondamentaux, c'est vrai que nous avons plusieurs projets aussi dans cette catégorie. Mais le projet le plus important, le projet auquel nous tenons le plus, c'est augmenter le nombre de juges à la Cour constitutionnelle. Aujourd'hui, nous avons 9 juges à la Cour constitutionnelle. Nous voulons que ce nombre-là passe de 9 à 21. Pourquoi? Parce que nous avons l'impression que la Cour constitutionnelle est dans la poche de l'exécutif, pendant que cette Cour est censée être le 3e pouvoir qui équilibre, qui joue le rôle
rôle de l'arbitre entre toutes les institutions. Alors, si nous quittons de 9 à 21, nous aurons un système équilibré. Pourquoi équilibré? Parce que dans notre programme, nous avons prévu à ce que 7 juges viennent de l'Assemblée nationale, 3 juges viennent de la présidence de la République ou soient nommés par le président de la République, 3 juges viendront du conseil interuniversitaire, c'est-à-dire que nous allons permettre aux professeurs de droit qui ont leur conseil de nous donner 3 juges. 5 juges viendront du conseil supérieur de la magistrature et 3 juges viendront de l'ordre national des avocats. Nous aurons au total 21 juges. Cela va garantir l'indépendance de la Cour constitutionnelle. Parce que si la Cour constitutionnelle n'est pas indépendante, nous ne serons pas en mesure de construire ce pays parce que la justice élève une nation. Et le mandat pour ces juges-là, si nous sommes élus, sera de 12 ans non renouvelable. Cela veut dire qu'ils vont excéder le mandat présidentiel. Cela sera aussi une garantie de leur indépendance. Deuxième chose que nous allons faire dans ces domaines, nous voulons instaurer le système des élections des procureurs près les hautes juridictions. Aujourd'hui, les procureurs ne sont pas élus. Mais si nous sommes élus président de la République, nous allons faire en sorte que les procureurs généraux près les hautes juridictions soient désormais élus. Une autre mesure, c'est assurer une justice accessible, équitable, complète et opportune. Nous avons à peu près 19 projets dans cette catégorie, mais ce qu'il faut retenir ici, c'est nous partons du principe que la justice délivrée tardivement est une injustice. Et c'est ce qui se passe dans notre pays. Prenez le cas d'un député national, Chéribert Okende de paix à son âme, qui jusqu'aujourd'hui est à la mort. Il a été député national et ministre de ce pays. Si une élite comme Chéribert Okende, un homme de son niveau, qui a servi ce pays avec abnégation, si son cas aujourd'hui n'a pas encore trouvé solution, ça prouve que nous avons des sérieux problèmes dans ce pays. Et pensez maintenant à toutes ces personnes démunies, vulnérables, qui n'ont pas été députés, qui viennent des familles pauvres. Avec quelle célérité, avec quel sérieux leurs cas sont traités à la justice. C'est pourquoi nous nous disons, notre principe, c'est une justice délivrée en retard est une injustice. Nous allons numériser l'administration judiciaire, parce que c'est un problème. Lorsque vous allez au parquet aujourd'hui, vous allez voir un tas de papiers. C'est-à-dire que si le parquet prend feu, c'est fini. C'est quand même inadmissible, dans un monde aussi développé, de voir nos magistrats, nos procureurs, continuer à tout écrire à la main. Il faut numériser le système, parce que lorsque vous numérisez le système, au moins vous avez la possibilité de stocker toutes ces données-là quelque part, et vous protégez tous les citoyens. Numériser l'administration, c'est une priorité pour nous. Nous allons aussi nous attaquer aux facultés de droit. Parce que aujourd'hui, malheureusement, nous avons constaté que ceux qui pratiquent le droit pêchent contre la science elle-même. Ce n'est pas une bonne chose. Alors nous allons empêcher l'ouverture de nouvelles facultés de droit et nous allons fixer un seuil de réussite pour accéder à ces facultés. Autre mesure importante, nous allons renforcer le régime disciplinaire contre les magistrats corrompus. Il y a un problème de corruption sérieux à ce niveau-là. Alors qu'est-ce que nous allons faire? Nous allons installer des systèmes de surveillance, d'enregistrement pour contrôler les magistrats.
Une autre mesure importante, toujours dans cet axe politique, c'est rendre l'administration publique et les entités décentralisées beaucoup plus efficaces. Ici, il est beaucoup plus question d'encourager l'usage des nouvelles technologies, de l'information et de la communication. Cela veut dire que nous allons rassembler dans un même portail tous les services de l'État. Aujourd'hui, lorsque vous suivez un dossier dans l'administration publique, par exemple à la fonction publique, lorsque vous écrivez une lettre, vous n'avez pas de retour direct. Il faut aller payer 5 000, 10 000 francs, faire ce qu'on appelle le suivi, ce n'est pas normal. Il faut imposer à ce que, lorsque vous faites une demande à l'administration publique, le délai maximal pour avoir la réponse soit de 72 heures. Ce n'est pas compliqué. Il faut imposer cela. Parce qu'un pays ne peut pas fonctionner sans une administration publique qui fonctionne. Tous les investisseurs se plaignent à propos de ces sujets. Quatrième mesure importante, peut-être le plus important dans l'axe politique, il s'agit de garantir la sécurité intérieure. Et quand on parle de sécurité, dans cette catégorie, nous parlons de 4 sous-catégories qu'il faut absolument retenir. Premièrement, l'innovation ici est que nous avons placé la lutte contre la corruption dans la catégorie de menace contre notre sécurité intérieure. Un détourneur pour nous n'est pas différent d'un rebelle du M23, n'est pas différent d'un terroriste de tous les mouvements terroristes qui se trouvent de notre côté. Alors nous avons placé la lutte contre la corruption dans cette catégorie-là, de menace contre la sécurité intérieure. Donc lorsque vous détournez sous notre gouvernance, vous serez poursuivi pour crime de haute trahison. C'est comme cela qu'on le définit. Et nous allons veiller à ce que ce genre de procès puisse avoir lieu dans des tribunaux spécialisés. Et pour renforcer cette mesure, nous voulons étendre la portée de l'audit de la Cour de compte. On veut que ce soit la Cour de compte qui s'occupe de ce travail. Et nous allons supprimer l'IGF. L'IGF n'existera pas sous notre mandat. Pour la bonne et simple raison que nous avons constaté que l'IGF n'est pas en mesure de contrôler la présidence de la République. Parce que l'IGF est une agence de la présidence de la République. Or, le plus grand détournement vient de la présidence de la République. Alors nous allons prendre ce pouvoir-là, donner à la Cour des comptes et supprimer l'IGF. Deuxième sous-point, dans la catégorie de la sécurité intérieure, c'est la lutte contre le crime organisé. Nous avons un problème sérieux de Kounou dans ce pays. C'est un problème sérieux. Tout le monde se plaint. Nous sommes aujourd'hui incapables de nous promener dans cette ville de Kinshasa après une certaine heure. Alors qu'est-ce que nous avons dit? Au-delà de toutes autres mesures que nous allons prendre, comme réformer la police, doter la police des équipements, des moyens, améliorer leurs conditions matérielles, salariales, nous voulons aussi limiter la vente des armes blanches, c'est-à-dire des machettes. Si nous prenons le pouvoir pour acheter une machette ou autre arme blanche, vous aurez besoin de l'autorisation de la police, des services de sécurité de votre lieu de résidence. Comme ça, nous serons en mesure de tracer tous ces criminels. Parce que si c'est la police qui fait l'autorisation et le commerçant vend la machette avec l'autorisation, nous serons en mesure de contrôler, ou du moins de contenir ce trafic-là, cette multiplication-là des machettes entre les mains des Koulouna, des gens qui nous font du mal, qui n'ont pas pitié lorsqu'il s'agit de faire du mal à la population. Troisième point, c'est la lutte contre le terrorisme. Nous avons aujourd'hui beaucoup de mouvements terroristes
à l'est du pays. ADF, MDM, le M23, nous allons mener une lutte acharnée contre ces mouvements-là terroristes. Et le quatrième point, c'est par rapport au conflit dans l'est de la République démocratique du Congo. Pas seulement dans l'est, mais aussi sur toutes les frontières du pays. Voilà plusieurs années que nous avons un conflit dans l'est. Nous avons perdu plus de 10 millions de nos compatriotes à cause de cette guerre. Et cette guerre continue. Malheureusement, les pouvoirs qui se sont succédés n'ont pas été en mesure de protéger nos compatriotes. Alors, qu'est-ce que nous proposons? Ce que nous disons, c'est, premièrement, nous allons encourager nos FARDC à mener sans concession la lutte armée contre tous ces groupes terroristes, criminels, qui sèment la terreur à l'est de la République démocratique du Congo. Et la deuxième mesure, la plus importante, écoutez-moi bien, la deuxième mesure la plus importante pour mettre fin, ou du moins alléger la souffrance de nos compatriotes dans l'est de la République démocratique du Congo, c'est, une fois que nous prenons le pouvoir, nous allons relocaliser tous nos compatriotes vivant dans les zones frontalières vers le centre du pays. Cette relocalisation sera planifiée. Nous allons déterminer l'étendue et nous allons les relocaliser. Nous allons aménager un nouvel espace vers le centre du pays qui va les accueillir et les accommoder. Et une fois qu'ils seront relocalisés, nous allons militariser toutes ces zones. Lorsque vous regarderez la carte de la RDC, vous allez voir une zone rouge militarisée tout au long de nos frontières. Il n'y aura plus de civils là-bas. Tous les civils iront vers l'Est. Ça sera notre façon à nous de le protéger, une fois que nous prenons le pouvoir. Le dernier point, par rapport à l'axe politique, c'est la défense nationale, qui est l'assurance de la sécurité intérieure. Pour nous, la sécurité intérieure dépend de la défense nationale. Le projet, la mesure la plus importante ici, c'est d'abord allouer 12,5% de notre budget général à la défense. C'est ce que nous faisons. Le deuxième point, nous allons investir dans l'industrie de la défense. On parle quand même de la défense. Nous ne pouvons pas continuer à importer les munitions et tout ce que notre armée peut utiliser pour combattre l'ennemi, y compris l'habillement, l'alimentation, les médicaments. Ce sont des choses que nous pouvons produire localement. Si nous investissons dans l'industrie de la défense, nous allons aussi consolider la puissance de nos forces armées. Une autre mesure importante, nous allons lancer, ça nous l'avions dit en 2018 et nous le répétons, nous allons lancer le travail de l'instauration du service militaire obligatoire à la fin des études pour tous les jeunes. Ça, nous allons le faire. Les prochains, c'est trop fort. Nous allons aussi extirper de l'armée. Croyez-moi, nous allons le faire. Nous allons extirper de l'armée tous les militaires issus du brassage. Nous allons Voilà en quelques mots ce qu'il faut retenir par rapport à notre axe politique. Le deuxième axe, c'est l'axe économique. Le titre de cet axe, c'est une République démocratique du Congo qui produit et qui grandit en produisant.
Le plan d'action, c'est la redynamisation de la croissance pour l'émergence et le développement. Le principe ici, c'est l'autonomie et l'initiative privée. Au début, je vous ai parlé de l'individu. Et nous sommes convaincus que le développement de ce pays passera par l'initiative privée. Nous ne voulons plus d'un État qui vient distribuer à gauche, à droite des choses. Non, nous voulons que l'individu soit au centre de la production de la richesse nationale. C'est pourquoi nous accordons une importance particulière à l'individu et à l'initiative privée. Nous accordons aussi une importance à son autonomie en tant qu'individu. Alors, quels sont les objectifs poursuivis dans cet axe? Ici, pour nous, nous l'avons dit au début, nous voulons améliorer les conditions de vie matérielle. Alors, pour le premier quinquennat, nous allons nous attaquer à l'amélioration des conditions de vie matérielle. Infrastructures et bases. Nous voulons résoudre ce problème. Production locale. Nous voulons résoudre ce problème-là. Création d'emplois. Nous allons créer beaucoup d'emplois, comme je vais l'expliquer ici. Logement pour tous. Le logement est un problème, surtout pour les jeunes. Nous voulons résoudre ce problème. C'est vrai que nous avons plusieurs projets dans cet axe économique. Je vais essayer de les résumer. Nous allons lancer le processus de délocalisation de notre économie. C'est important. On ne peut pas prétendre être une nation forte si nous devons continuer à utiliser une monnaie étrangère. Nous allons dédollariser notre économie. Nous allons réduire et soumettre à l'impôt les rémunérations de toutes ces personnes-là qui s'accaparent de la plus grande partie de notre budget, c'est-à-dire les députés, les sénateurs, les ministres, les gouverneurs et les membres du conseil d'administration des entreprises publiques. Nous allons réduire leurs rémunérations et soumettre cela à l'impôt. Pour résoudre le problème de logement, 3 mesures. Première mesure, nous allons supprimer le frais de titre de propriété pour l'achat d'un premier logement. Si vous achetez un premier logement, vous n'allez pas payer le frais perçus par l'État. Deuxième chose, nous allons ramener la garantie locative de 3 mois à 1 mois. Nous allons ramener la garantie locative de 3 mois à 1 mois. Et une autre mesure importante par rapport au logement pour tous, nous allons prendre des dispositions pour créer la banque de l'immobilier afin d'accorder des prêts de crédit immobilier. Cela veut dire que tu finis les études, tu as 22 ans, tu as ton salaire, tu auras accès à ce prêt-là pour qu'à 38 ans tu sois propriétaire. Par rapport à la création d'emplois, nous voulons créer un très grand nombre d'emplois dans le secteur de l'agriculture, pêche et élevage. L'objectif de notre quinquennat, c'est-à-dire que si nous accédons à la magistrature suprême, l'objectif de notre quinquennat est de créer 27 300 000 emplois dans le secteur de l'agriculture, de la pêche et de l'élevage.
300 000 emplois dans le secteur de l'agriculture, de la pêche et de l'élevage. Comment est-ce que nous allons le faire? Écoutez-moi très bien. Comment est-ce que nous allons le faire? Nous allons offrir à chaque diplômé, si vous êtes diplômé de l'université, et que vous êtes désireux de vous lancer dans ce secteur-là, de l'agriculture, de la pêche ou de l'élevage, nous allons vous offrir 3 clés. 3 clés. Une première clé pour le logement dans une zone agricole organisée. Une deuxième clé pour l'entrepôt ou encore une mini-usine de transformation, toujours dans cette zone-là agricole. Et une troisième clé pour un engin motorisé. Ça peut être un tracteur ou un camion pour évacuer vos produits. Et les 3 clés, je répète, si vous êtes désireux de vous lancer dans ce secteur-là et que vous êtes diplômé, vous allez recevoir ces 3 clés-là dans l'immédiat. Par rapport aux mines et énergie, nous avons 11 mesures ou 11 projets importants par rapport aux mines et l'énergie. C'est vrai que je vais me limiter à quelques-uns. Nous allons faire l'inventaire de toutes nos ressources minières exploitables dans les 25 prochaines années. Nous allons redéfinir et protéger les zones de non-exploitation minière parce que nous voulons investir dans l'agriculture en grande quantité. Et nous allons investir dans la construction et la rénovation des barrages hydroélectriques. Ce n'est pas normal de vivre dans le 21e siècle dans un pays où l'électricité semble être un luxe. Ce n'est pas normal. Par rapport à l'exportation, aux investissements et au climat des affaires, nous voulons limiter, ou encore nous allons limiter l'exportation de nos matières premières en imposant un quota de transformation locale. Parce que le plus important, c'est créer de la valeur ajoutée pour nos matières premières. Pas seulement pour nos matières premières, mais tous les produits que nous avons en République démocratique du Congo. C'est en créant la valeur ajoutée que nous allons nous enrichir. Ça ne sert à rien de continuer à vendre le produit brut. Alors, ce que nous voulons faire, c'est investir dans l'industrie, dans les PME, dans l'entrepreneuriat, impliquer les écoles et les universités dans ces processus-là de relance de transformation industrielle. Nous voulons baser notre économie sur la transformation industrielle. Certaines machines seront fabriquées ici. Nous allons investir, même à faible quantité, pour que certaines machines, pour des biens de consommation, soient fabriquées localement. Nous allons investir dans cela. Et nous allons aussi financer les entreprises qui veulent se lancer dans la